Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Cyril Mistro-Rigaud est né à Longjumeau, en banlieue parisienne, et depuis 14 ans, il s'est mis au vert. Il vit en Corrèze et travaille à Égletons. Il est professeur de lettres modernes depuis 15 ans, mais Cyril préfère se définir comme prof de français. À l'âge de 6 ans, il voulait devenir pilote d'avion, peut-être pour rester dans les traces de son père qui organisait les réparations d'avions. Mais de son enfance, c'est surtout du plaisir de s'amuser avec ses copains dont il se souvient aujourd'hui. Il résume son parcours professionnel en 2 mots au pluriel: opportunité et amitié. Ce sont plusieurs opportunités qui ont conduit Cyril à devenir professeur de français, et c'est par l'intermédiaire de plusieurs groupes d'amis qu'il s'est spécialisé dans le numérique éducatif et dans la formation. Un certain sens de la modestie pousse Cyril à penser qu'il n'a pas de côté, etc. Je pense au contraire qu'ils sont nombreux et très éclectiques. Cyril est ce genre d'enseignant curieux et enthousiaste qui a ce don très particulier d'entraîner dans son sillage, bien sûr, ses élèves, mais aussi ses collègues. C'est aussi quelqu'un qui a pris conscience de l'importance de faire de sa famille une priorité et de définir comme essentiel l'épanouissement de ses enfants. Devenir papa n'a pas été immédiatement évident et aujourd'hui, il remercie son épouse et sa fille de l'avoir aidé à y parvenir. Cyril Mistro-Rigaud, bonjour. Bonjour Christophe, là c'est très touchant comme portrait, c'est beaucoup d'émotions. Mais déjà merci pour ce portrait, c'est très touchant. Merci beaucoup. Un bon nombre de Français se retrouvent à nouveau confinés. Est-ce que vous avez des conseils de séries ou de lectures à leur proposer ? Ah, donc c'est ça ma première question. Quand j'ai écouté les podcasts, je sais qu'il y a toujours une première question qui est vraiment une spécialité à la Christophe. Donc ça me fait plaisir comme question parce que je la trouve plus simple. Je m'étais fait une montagne de ce que tu allais demander. Une série, en fait, souvent moi ce que je fais, c'est que je reprends des séries que j'ai vu dans un moment où j'étais relativement bien. Donc j'ai besoin en fait non pas véritablement de retrouver la série, mais de retrouver le confort ou la sérénité dans laquelle j'étais. Donc il y a ce type de série que je peux suggérer. Alors ça va de Friends à Community sur Netflix. J'avais vu aussi Big Bang Theory. Donc tu vois, c'est des choses en fait que tu ne regardes plus vraiment. Ça peut être des séries que tu mets dans un coin pendant que tu fais autre chose. Donc ça, je trouve que ça peut être pas mal. Et il y a aussi, à contrario, je regarde aussi en ce moment là une série. Je crois que ça s'appelle, je sais plus. C'est une série d'horreur avec. Alors c'est une maison qui grosso modo est hantée et il y a toute une histoire qui est relativement bien faite, une histoire là pour le coup qui rentre dans la psychologie des personnages et voilà, et ça en demeure pas moins avec certaines apparitions très effrayantes. Donc de l'autre côté, si tu veux, pendant le confinement, comme on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes au pluriel, on a besoin aussi parfois de les exorciser. Et le film ou la série d'horreur peut être, selon moi, une bonne méthode pour sortir d'un coup, en un cri, en un sursaut,
plusieurs minutes, plusieurs heures d'incertitude par rapport aux situations qu'on vit et puis au quotidien, quand on va faire les courses, quand on va en cours, quand on croise quelqu'un dans la rue, quand tu ouvres une porte, que tu touches une poignée, il y a toutes ces questions du quotidien, toutes ces petites questions qui viennent te parasiter. Et parfois, sur un sursaut d'horreur, ça peut t'aider à souffler. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Cyril ? Alors, pour moi, il y a deux moments. Il y a vraiment, d'habitude, je dis que l'adolescence n'existe pas parce que je trouve que c'est un concept un peu étrange que j'aime pas trop. C'est ce concept où on te dit ah oui, tu es presque un adulte, mais tu ne l'es pas encore parce que de toute façon, on voit bien que ton avis représente peu de choses et on voit au niveau de nos collégiens que ça se passe comme ça. Donc, souvent, je coupe mon enfance en un temps qui va de mes premiers souvenirs jusqu'à la 6e, et puis après de la 6e jusqu'à, on va dire, la première terminale. De mon enfance, c'est-à-dire vraiment cette première partie, je retiens beaucoup de jeux, d'amusements, d'aventures avec mes amis. Vraiment des choses où on a soudé en fait des liens très forts qui nous ont permis en fait d'être unis face à tout un tas de choses qui nous arrivaient. Alors ça pouvait être les déménagements, ça pouvait être le départ de l'un, ça pouvait être les premières petites histoires amoureuses rigolotes, ou ça pouvait être les premières disputes, ou les mauvaises notes qui pouvaient arriver, ou des choses comme ça. Donc vraiment sur cette petite enfance-là, j'en ai un souvenir extrêmement positif, si bien que quand je travaillais pas plus que ça à l'école, j'écoutais beaucoup parce que il y avait mes amis qui étaient là et on écoutait tous et en fait ça nous faisait plaisir. Et c'est vrai que je me souviens avoir terminé le CM2 là, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais arrivé deuxième de ma classe, je crois. J'avais je sais plus 18 je m'en souviens précisément, j'avais 18,48 de moyenne générale sur 20. Et ça m'avait surpris parce que je me disais, c'est fou, parce que ma sœur arrêtait pas de me dire, mais comment tu fais? Toi, tu travailles quasiment jamais. Et c'est vrai que, en fait, je me suis rendu compte plusieurs années après que c'était ce sentiment positif d'être avec mes amis qui m'avait porté, en fait, et qui avait fait en sorte que je sois bien dans ma peau, sans me poser de questions. Et puis, il y a eu le collège, donc ça, c'est la deuxième partie de l'enfance. La 6e, et puis après 5e, 4e, 3e, ça a été une tragédie complète. C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert avec le même groupe d'amis, on a découvert les tensions sociales qui se jouaient dans un collège, et on voyait bien que là, on n'était plus du tout dans les mêmes préoccupations. Et j'ai des amis qui ont commencé à comprendre qu'il fallait forcément jouer un rôle social. Et ce rôle social, il passait par une relation de pouvoir face à l'autre. Donc, comme moi, j'étais le plus petit du groupe, si tu veux, c'est à ce moment-là que mon enfance s'est effritée et je suis devenu, en fait, tout simplement le souffre-douleur de ces mêmes amis qui pourtant avaient été mes meilleurs amis. Donc, un souffre-douleur parce que j'étais le plus petit et qu'il fallait montrer aux autres élèves, soit de 6e, de 5e, de 4e, etc., qu'ils étaient cool. Donc, la mode a changé, les relations ont changé. Et moi, ça, je l'ai pas vu venir, en fait. Je l'ai pas compris directement. J'ai vu mes amis changer de visage, changer de relation avec moi, changer de rapport. Mais j'ai pas compris, en fait, ce qui se jouait pour eux. Quel était ce besoin, en fait, de me traiter différemment. Et c'est vrai que à ce moment-là, ma vie a dégringolé, mes notes ont dégringolé. Je me souviens que à la fin du collège, j'ai eu le brevet tout juste et j'étais à 9,50 de moyenne. Je suis passé tout juste au lycée et là j'ai fini de me casser la figure. J'ai redoublé ma seconde et ma première. Donc j'ai fait plus d'années de lycée que d'années de collège. Donc ça a été voilà. La deuxième partie, elle est j'en garde pas le meilleur des souvenirs, mais j'ai beaucoup appris de ces années-là aussi. J'ai beaucoup appris, notamment des relations sociales. Prof, etc.
Je reviendrai sur cette deuxième partie tout à l'heure, mais en tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir ? Le meilleur élève, souvenir que j'ai eu, c'était alors c'est souvent des soirs. Souvent, alors je pense qu'en fait c'est mon souvenir qui se brouille et qui me peint une sorte de souvenir un peu idéal, mais souvent c'est quand je le vois, c'est le soir. Ça doit être en automne. Dehors il fait nuit. Hein, on doit être à 4h30, presque 5h. Et c'est sur l'estrade de ma classe de CM2. On est en train d'étudier un poème de Rimbaud. C'est ma bohème. Et il montre, en fait, il parle du fait qu'il est en train de nouer son lacet. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une image très très parlante, quoi, tout simplement. Elle est très simple. Elle est brute. Et donc le enseignant dit, est-ce que quelqu'un peut nous montrer dans quelle position il est? Alors moi c'était tout le monde participait, on n'avait pas, je crois qu'il y avait pas de bons élèves, ou enfin on se voyait pas du tout comme ça. Donc je me mets sur l'estrade et puis je montre dans quelle position il est. Et ce qui était vraiment très agréable, c'est qu'il y a à ce souvenir-là. Alors, je me suis trompé en plus parce que je fais mon lacet et c'est un genou près de son cœur et j'avais mis le genou droit près de ma poitrine droite. Donc, je me trompe si tu veux. Donc, c'est pas le coup du souvenir de bon élève. C'est vraiment pas ça. Mais il y a une bienveillance de la part de l'enseignant qui rigole très gentiment parce que je me suis trompé. Il y a une bienveillance de la part de mes camarades qui regardent, en fait, parce qu'on cherche à comprendre le sens de cette position à travers le texte. Et puis, il y a cette fatigue qui arrive et qui rend tout à coup les émotions plus douces. La fatigue du soir où tout à coup, en fait, les choses retombent, se relâchent. Et on est dans ce moment, juste avant de partir. Voilà, ça, c'est un souvenir, un très profond souvenir qui est ancré en moi. J'en ai plein d'autres. J'en ai un où j'ai pas appris ma leçon en CM1, ma leçon d'histoire, et je passe au tableau et je dis que je sais pas. Et puis voilà. J'en ai pas mal, mais celui-là, je l'aime bien. Alors, je reviens sur la deuxième partie de votre parcours d'enfant, on va dire, cette deuxième partie que certains appellent l'adolescence. En quoi cette période a influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui ? Alors, ma carrière d'enseignant, enfin, elle m'a pas du tout poussé à devenir enseignant, cette partie-là, c'est sûr. Par contre, elle m'a permis de regarder dans une salle de classe, de faire attention aux regards, aux chuchotements qui se jouent entre les élèves et qui, parfois, souvent, sont des stratégies qui ne sont pas forcément bienveillantes ou des préparations soit pour des manipulations, des moqueries, des choses négatives qui pourraient germer. Et donc je suis très attentif à ça. Et souvent en fait soit quand on positionne les élèves dans la classe, parfois quand on a besoin, soit parfois quand il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Ça m'est souvent arrivé. Ça m'a permis en fait de désamorcer des situations, et quand je voyais certains regards par rapport à quelque chose, j'essayais de comprendre en fait ce qui pouvait bien se créer sous mes yeux, et après en fait tout à coup ça le plan, on va dire la stratégie des personnes qui tentaient de faire du mal finissait en fait par être déjouée parce que je trouvais une situation, soit un exercice de grammaire, soit quelque chose pour faire passer ce qui était en train de se jouer. Et en fait, voilà, tout à coup, on perdait de ça. Donc là-dessus, je suis très attentif à ça, c'est-à-dire ce qui peut créer du mal-être à l'école. Ça, c'est vraiment, je crois, l'une de mes premières préoccupations. Ensuite, en tant que parent, ma fille a 13 ans, mon fils a 9 ans. Alors c'est vrai que au niveau de ma fille, qu'est-ce qui a pu jouer là-dessus ? J'ai été sensible en CM1 quand elle a été victime de harcèlement. On venait de changer d'école, une petite école de village,
Et effectivement, en fait, ça m'a permis très rapidement de déceler les manifestations des prémices d'un harcèlement ciblé, quoi, on va dire. Mmh. Et puis on en a eu, pour le coup, on en a eu la confirmation quelques temps après. Alors je le disais en introduction, vous êtes devenu enseignant un petit peu de manière opportuniste. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Eh bien, en fait, moi, j'étais parti au lycée, mais pour mes parents, un garçon, ça devait faire, donc déjà, ça devait faire allemand, latin pour être dans les bonnes classes. Ensuite, ça devait faire S parce que les garçons font S et les filles font L. Et je me suis retrouvé dans une classe de S où j'étais pas du tout en première S, j'étais pas bien du tout. En plus, j'étais en S option TI, c'est-à-dire technique industrielle, donc on faisait du dessin technique. Vraiment, ça ne me parlait pas du tout. J'étais pas mauvais, mais vraiment, ça n'avait aucun intérêt. Et puis, on était 33 garçons, 2 filles. Et franchement, enfin, c'était une masse de testostérone on avait l'impression de se retrouver dans un de ces clichés, un de ces stéréotypes sur les matchs de rugby ou la troisième mi-temps ou des choses comme ça. Et vraiment, c'était pas fait pour laisser place à des émotions, qui sont pleines d'inquiétude, de questionnement, et donc ça m'allait pas du tout. Et donc en fait, j'ai rencontré à ce moment-là une fille qui m'a dit, qui est partie elle en première L, et je me suis dit il faut que je la suive, en fait, tout simplement, parce que je voulais la séduire, hein, je te le cache pas. Et donc, pour la séduire, il fallait que j'aille trouver des arguments, des atouts, et il fallait forcément que j'aille sur son propre terrain, et son propre terrain, c'était la littérature. Donc, je suis rentré dans la littérature par ce biais-là, même si au départ, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que c'était que cette chose qu'on nommait littérature. Et puis après, à la fin de au moment de la terminale, je me voilà en train de faire mes vœux. Je sais plus ce que c'était que ce logiciel au départ, mais j'ai failli partir en action commerciale, BTS action commerciale ou BTS commerce international, parce que vraiment j'avais aucune idée. Et puis j'ai rencontré une autre fille qui, elle, partait en lettres modernes, et donc je me suis dit c'est pareil, il faut que j'aille voir par là-bas, et je suis arrivé en fait sur Paris, à Jussieu. Et j'ai rencontré à ce moment-là mon premier enseignant qui m'a surpris. Il m'a surpris parce qu'en fait, à la place de partir du texte pour aller vers la vraie vie, il parlait de la vraie vie pour nous raccrocher à certains textes, et il nous montrait que dans la littérature, on parlait de tout ce que moi je vivais au quotidien, avec les amis, avec nos impressions par rapport à la mort, à l'amour, etc. Et je me suis dit, c'est ça. Là, effectivement, il y a quelque chose là-dedans. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ces études, et après, le métier, en fait, c'est tout simplement parce que j'ai rencontré, à la fin de mes études, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, et c'est elle qui m'a dit, maintenant, là, on arrive au terme des études. Il faut qu'on trouve un métier. Et elle avait déjà fait du tutorat, des choses comme ça au niveau de la fac. Et elle m'avait dit, faut qu'on passe le CAPES, parce que on arrive au bout. Et je lui avais dit, écoute, pourquoi pas, si tu veux. Et j'y croyais pas plus que ça. Bon, ça a marché, effectivement. J'ai été pris. Et puis, ce qui a été intéressant, c'est que le métier d'enseignant m'a plu en le faisant. Ça m'a fait plaisir. Et c'est vraiment avec les élèves, en fait, que c'est ça mon côté plus dans l'enseignement. C'est vraiment cette relation avec les élèves, soit par l'humour, soit par des discussions à n'en plus finir sur des œuvres, des sujets et des problématiques de vie, etc. Et puis, ouais. Alors, vous êtes très actif sur Twitter. Comment utilisez-vous ce réseau social dans le cadre de votre fonction de professeur ou de formateur ? Je le suis moins maintenant,
Je l'ai été beaucoup passé un temps, mais là j'ai fait un peu plus attention au bout d'un moment. En fait, Twitter m'a permis notamment de me mettre dans des groupes d'enseignants qui m'ont appris énormément de choses. Alors, il y a des groupes, notamment, j'aime beaucoup suivre les enseignants du premier degré sur Twitter parce que ils ont la chance de ne pas avoir ces œillères qu'on a dans le second degré, puisque nous, on est vraiment spécialisé au niveau disciplinaire. Et je trouve que par rapport à la relation au niveau des élèves et puis par rapport au type de pédagogie qu'on peut avoir dans nos classes, dans le secondaire, on est très arriéré en fait, très en retard. Alors que les enseignants du primaire, quand on les regarde, bon bah déjà, je veux dire, si nous, quand sont arrivés avec la réforme du collège, les EPI, les enseignants du primaire, eux, des EPI, c'est leur cours. C'est ça tout le temps, quoi. Donc c'était ça qui était génial. Le fait de changer la salle de classe pour des activités particulières, le fait de faire travailler les élèves entre eux, toute cette collaboration qui a émergé il y a une dizaine d'années, c'était génial. Et nous, on découvrait ça au collège, alors que les professeurs des écoles, ils savaient ça depuis tellement longtemps. Il y en avait qui faisaient des fiches méthodes et qui permettaient à des élèves de travailler en autonomie, pendant que d'autres travaillaient sur des projets. Et je trouvais ça incroyable, si bien que ça m'a poussé à aller lire Freinet. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, mais c'était là depuis le début. Et donc ça, tu vois, Twitter, sur la découverte de ce petit groupe d'enseignants primaires, ça m'a énormément plu. Et puis, j'ai rencontré aussi des gens d'autres disciplines dans le secondaire qui avaient une passion, en fait, pour sortir des chemins tracés. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et donc, ça me faisait vraiment plaisir, en fait, de découvrir des gens qui, parce qu'ils étaient, ils pouvaient être profs de maths, mais en même temps, ils pouvaient faire, un EPI sur l'histoire des mathématiques, faire venir le prof d'histoire pendant leurs cours. Il y avait des enseignants de biologie qui allaient s'appuyer sur de la littérature. Il y avait des enseignants, là, moi, ce que j'avais fait, c'était de la programmation en cours de français. Donc, si tu veux, moi, je trouvais que c'était génial parce qu'on avait ici là des enseignants qui testaient, un peu comme on le voit dans les autres pays, quand tu regardes le Québec, par exemple, ou quand tu vois des pays anglo-saxons, t'as une sorte de goût pour l'innovation et la curiosité. Et moi, je me disais, mais c'est génial, quoi. Enfin, tout nous est permis, et tu te rendais compte que, comme les enseignants étaient à fond dans ce qu'ils faisaient, eh bien, cette émotion se transmettait aux élèves et facilitait l'apprentissage. Et je me disais, c'est génial, ça veut dire qu'il suffit que l'enseignant soit passionné. Si bien qu'après, ça m'a permis aussi de voir qu'il y a des gens qui utilisent pas du tout le numérique, qui sont pas du tout versés là-dedans, mais comme ils sont passionnés par ce qu'ils font, c'est cette passion, en fait, qui mène. C'est vraiment l'émotion, quoi. La transmission de l'émotion va faciliter l'apprentissage, parce que je me souviens que quand on était en fac, moi, les enseignants, on en avait un qui nous parlait des essais de Montaigne, qui était fascinant. Je veux dire, il avait son bouquin et c'était tout ce qu'il avait. Et j'ai jamais autant appris sur un auteur qu'avec cet enseignant qui était un 16e très très drôle parce que il était très vieille France, mais en même temps, il était il nous transportait, quoi. Vous parliez d'émotion, justement. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, Cyril, et pour quelle raison ? Quand est-ce que j'ai ri aux larmes pour la dernière fois ? Je crois que c'est parce qu'on a regardé des photos et des vidéos récemment des enfants. Et je ne sais pas sur quel souvenir, mais je sais que c'était il y a pas longtemps. Et on a énormément ri à ce moment-là. Ouais. Ouais, sur une vidéo de souvenirs, de choses toutes bêtes, quoi. Prof, etc. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Souvent, quand on me dit est-ce que tu as quelque chose telle chose préférée, je me rends compte qu'il n'y a pas un truc qui émerge en particulier. Il y a plusieurs choses.
Alors c'est vrai que et c'est des choses souvent paradoxales, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le lever parce que je suis tout seul, je suis le premier à me lever à la maison, et c'est vrai que c'est un moment de calme que j'aime beaucoup. Donc ça, par exemple, c'est bien parce que ça me permet vraiment on va dire, de faire le ménage avant que les autres soient debout. Mais un des moments que j'adore aussi, c'est quand mon fils, parce que souvent c'est lui qui se lève juste après moi, quand mon fils, qui a entendu mes pas sur le parquet, vient dans le salon et on se prend dans les bras. Il a 9 ans, mais je crois qu'on a les mêmes gestes depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a appris à marcher et venir dans nos bras. Et donc voilà, on reste dans les bras l'un de l'autre pendant, je sais pas, 2-3 minutes. Et il devient de plus en plus lourd, mais je crois que je deviens de plus en plus musclé. Et ça me permet de continuer à lui faire des câlins de ce type. Et puis je crois que voilà, le réveil, en fait, l'accueil des autres membres de la famille, ça doit être l'un des moments que j'adore. Ils sont chiffonnés, ils arrivent dans ce terrain social qui est le salon. Et en même temps, on les accueille, on les fait se sentir bien, on leur met une petite couverture, on les embrasse, on fait, c'est une salutation ou un accueil qui me plaît parce que c'est la transition avec la journée. Donc c'est vraiment le moment le plus plaisant. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? Oh là là. Alors là, quelle valeur a le plus de sens aujourd'hui ? Ce qu'il faudrait, je pense que ce qui me toucherait le plus, c'est la sincérité, je pense. Pas forcément la franchise ou quoi que ce soit, mais c'est quand on a une petite émotion, quelle qu'elle soit. La franchise, c'est le fait de l'exprimer. Tu vas le dire à quelqu'un, tu vas lui dire ce que tu penses, etc. La sincérité, c'est le fait de ne pas cacher. C'est-à-dire que imaginons, tu es troublé par quelque chose te rend triste, tu vas pas construire un visage pour montrer autre chose, et tu vas le montrer, et tu vas pas te cacher. Et je trouve que moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que il y a un combat que j'ai longtemps mené, c'était vraiment celui de la place des femmes dans la société. Donc vraiment, je me suis énormément battu, et puis je me bats toujours pour montrer aux filles des classes qu'elles ont toute leur place, qu'elles ont un avenir tout tracé. Plusieurs fois, on a fait des Skype avec des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes qui avaient réussi en construisant leur propre métier. Je pense à Philippine Dolbeau, qu'on avait eu une fois, qui a monté sa propre entreprise suite à un simple travail qu'elle avait à faire en seconde. Donc je me suis longtemps battu là-dessus, mais je sais aussi qu'il y a un combat à mener en ce moment, c'est celui avec les garçons, et notamment les émotions des garçons. Et là-dessus, les garçons, en fait, roulent dans des clichés virils, dans le mauvais sens du terme, et j'aime énormément quand un garçon dans la classe, ou même dans ma famille, j'aime énormément quand un garçon a sa tête des mauvais jours, parce qu'il est triste. Et ça, je trouve ça très très beau, et je sais que s'il n'y avait pas cette sincérité pour me montrer que ça va pas, eh bien là-dessus, je me dirais mince, on est mal barré, parce que je pense vraiment que c'est sûr. Il y a une partie où Jacques Brel avait raison quand il disait que, enfin, Jacques Brel, c'est pas lui, mais l'avenir appartient aux femmes, ou l'avenir de l'homme, c'est la femme, c'est pas faux. Mais il y a aussi le fait que si les hommes restent dans cette version extrêmement virile d'eux-mêmes, on est foutu, quoi. On est foutu d'avance. Donc la sincérité, pour moi, c'est le maître mot, ouais, ça c'est sûr. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner ? Je pense que c'est émotion, à mon avis. Il y a dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vraiment il faut pendant longtemps on a demandé à l'enseignant, en fait, d'agir comme une sorte de tu sais, c'est un peu avec l'arrivée du structuralisme dans les textes littéraires. Nous, on avait vu ça, c'est-à-dire que l'auteur n'existait plus, c'était les figures de style, les procédés d'écriture, etc.
Et alors tu te disais, mais merde, alors quand tu lisais George Sand, Alfred de Musset, quand tu lisais tout ça, quand tu lisais Colette, etc., tu te disais, mais c'est pas possible, enfin, regarde ce qu'il a vécu et comprends-le. Et je sais que l'enseignant, il faut qu'il fasse, il faut qu'il aille dans l'émotion, ne serait-ce que parce que c'est la meilleure façon de communiquer avec les élèves. Après, bien sûr, voilà, il faut, on n'est pas là pour faire du déballage d'émotions, c'est évident. Ce qui va se passer à la rentrée sur Samuel Paty en est encore la preuve. C'est-à-dire que si tu arrives en leur faisant faire des exercices sur la laïcité, etc., tu t'as tout raté parce que tu vas donner une leçon de morale. Et je crois que c'est pour ça aussi que beaucoup regarde, pourquoi on confine à mort, c'est parce que les Français sont pas capables de se tenir par eux-mêmes, et donc plutôt que de leur faire confiance, de les responsabiliser, en fait on va leur donner une sanction qui est le confinement quelque part. Après moi je le comprends, il y a pas de, je m'oppose pas à ça, mais si tu veux, on leur donne beaucoup trop de leçons de morale. Et je pense que il faudrait tout simplement, même si, Samuel, quand il était, son cours, ça véhiculait de l'émotion, effectivement. Et c'est grâce à cette émotion qu'il a touché. Et bien sûr, c'est à partir de ces émotions qu'il faut travailler toujours. Et ce qui est arrivé, je l'avais vu passer, ça, c'est terrible, hein, mais si tu considères les enseignants comme une sorte de groupe qui se bat pour l'esprit critique des enfants, qui se bat pour la liberté d'expression des enfants, tu as forcément à un moment des pertes douloureuses. Mais il faut continuer à travailler sur ces émotions. Il faut continuer à faire sortir ces émotions, à faire exprimer ces émotions et à en parler. Il faut en parler tout le temps. Parce qu'on a l'habitude de les cacher et de construire des murailles tout autour. Mais il faut réussir maintenant, il faut parler, quoi. Prof, etc. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Et je pense que ça va être l'oral et souvent l'humour. Je crois que ça va être là-dessus. Je sais que l'une de mes dernières formations, j'ai vu qu'il y avait un groupe de collègues qui étaient gênés en fait par une enseignante qui était très réfractaire à une pratique que j'étais en train de montrer. Et donc on voyait quand il la regardait du coin de l'œil et j'ai bien compris qu'il y avait là, ça devait être, je sais pas quel rôle elle avait dans l'établissement, mais en fait ouvertement, de manière un peu théâtrale, je me suis je l'ai pris de manière un peu humoristique, en la faisant passer pour le cliché de ce qu'elle était en train de montrer petit à petit, de suggérer par son attitude. Et en fait, c'est très bien passé, ça l'a fait beaucoup rire. Et en fait, ça a complètement renversé le climat de la formation. Et c'était très intéressant parce qu'au final, à la fin, elle est venue me voir et on a très bien parlé. Et elle m'a dit elle avait trouvé ça très très intéressant. Et voilà. Et comme en même temps, c'était une prof de français. Hein. Et comme c'était une enseignante de français, j'avais pris énormément d'exemples littéraires. Et ça lui a bien plu, notamment, c'était une formation sur un outil autour d'un outil numérique, bref, et j'avais Chrétien de Troyes, Perceval dans mon sac, et je lui ai recité le préambule de Chrétien de Troyes où il rappelle, il dit à celui qui l'écoute, celui qui le lit, je vais vous raconter une histoire. Alors elle va vous divertir, c'est sûr, mais elle va aussi vous apprendre des choses. Et je lui disais, l'outil numérique qu'on utilisait, je lui disais, il y a un côté waouh, c'est évident, c'est celui qui vous divertit, mais si c'est bien utilisé, ça va vous apprendre à faire quelque chose. Et là, ça a fait mouche, et c'était vraiment intéressant, quoi. Donc l'humour, c'est plutôt, ça m'a sorti une fois, ça m'a desservi. Parce que j'avais pris un ton un peu vaguement insolent comme ça à la fac avec un garçon qui arrivait et qui m'avait un peu bousculé. Il m'a mis une droite
Ça m'a pété mes lunettes. Et si tu veux, tu peux rire de tout, pas forcément avec tout le monde, mais là, ça s'est pas passé. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Je pense que je me mettrais dans la peau de mon épouse. Voilà, parce que pour davantage encore comprendre soit les difficultés, soit les joies, soit les émotions qui la traversent, voir aussi de quelle manière ça la traverse pour dans ma vie au quotidien, faire attention à moi, mes attitudes, tu sais, quand on revient du travail, quand on revient de telle ou telle chose, etc. La fatigue est là, la préoccupation ou les préoccupations sont là. Et c'est vrai que des fois, on fait pas forcément attention à nos êtres les plus proches. Et c'est vrai que je passerai une journée effectivement à regarder comment elle prend les différentes choses de sa journée pour ne pas faire d'impair, on va dire, au moment où moi je reviens un peu fatigué ou au moment où moi je me fais des soucis pour telle ou telle chose. Comment définissez-vous le succès ? Oh la vache. Oh là là. Alors là, je sais pas parce que quand tu réussis quelque chose, souvent en fait tu te dis je vais continuer sur cette lancée pour voir s'il y a, et puis tu te rends compte que tu refais la même chose. Par exemple, une situation scolaire où tu te dis c'est génial, de la robotique en français, moi j'avais trouvé ça vraiment passionnant et je m'étais dit que ça avait très très bien marché avec une classe et donc je m'étais dit on va le refaire puisque c'est un succès. Et puis en fait tu te rends compte que non, mais il y a des choses à modifier, donc en fait le succès c'est juste la première marche. On va dire à la rigueur, c'est ça. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années, Cyril ? Du temps. Je me souhaite du temps, d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, pour lire des choses qui me passionnent, pour parler avec des amis, pour avoir le temps d'écouter aussi beaucoup les élèves, pour que sortent leurs inquiétudes, leurs colères, etc. Du temps. Merci Cyril d'avoir accepté de participer à Prof, etc. Vraiment merci. Je t'en prie, c'est surtout merci à toi. Et puis vraiment, je te l'avais dit déjà, mais c'est une très très belle initiative. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.